Bonjour, bienvenue sur Move by In, une web TV dont le but est de vous faire gagner en autonomie dans votre gym. Le mouvement dont on traitera aujourd'hui, c'est le kettlebell swing. Je vois énormément de gens faire des kettlebell swings sur les réseaux sociaux. Je vois énormément de promotions fitness avec des gens dedans qui font des kettlebell swings et je peux vous promettre que la plupart des fois, j'ai juste envie de fermer mes yeux tellement ça fait mal aux yeux. Donc on va traiter de ce mouvement, et on va parler de ce mouvement, on va parler des choses fondamentales à comprendre sur ce mouvement et faire la différence entre quand est-ce qu'on le fait pour de la compétition et quand est-ce qu'on le fait pour un renforcement chaîne postérieure. Le kettlebell swing est un mouvement de hinge par définition. Donc, c'est un mouvement de hinge à tendance très dynamique. Donc, si vous n'avez pas encore vu la première vidéo de Move by In concernant le hinge, je vous invite fortement à aller la consulter avant de venir voir cet épisode. Sur cette vidéo, on va parler de 4 points très importants. Les prérequis pour faire ce mouvement, les points de performance pour ce mouvement, les points de sécurité pour ce mouvement et l'intérêt d'utiliser ce mouvement. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, le kettlebell swing est un mouvement qui nécessite une extension de hanche assez dynamique. Donc le dynamisme requiert certains prérequis. Alors le premier prérequis, c'est qu'on doit être capable d'exécuter le plan de mouvement de manière correcte, qui est le hinge. Une fois que j'arrive à exécuter ce mouvement du point A au point B et revenir au point A, c'est que j'arrive à performer ce mouvement. Après ça, il va falloir que je sois capable de charger, exemple avec un RDL ou un deadlift, où je vais pouvoir descendre et remonter en étant chargé de la manière suivante, descendre et remonter de manière chargée en utilisant les bons leviers, qui sont les fessiers pour ouvrir la hanche. Alors, l'idée, c'est qu'une fois que j'arrive à performer une répétition, et que j'arrive, donc qui est le contrôle moteur, et que j'arrive à pouvoir exécuter cette répétition de manière multiple, qui est un exemple d'endurance musculaire, c'est là où on peut venir demander à une personne de venir faire des kettlebell swings qui sont un mouvement beaucoup plus dynamique que les mouvements que je viens de citer auparavant. Quand on parle de kettlebell swing, il faut faire la distinction entre deux variantes du kettlebell swing qui sont le American swing où on finit avec le kettlebell au-dessus de la tête et le Russian swing où on finit quelque part à ce niveau-là. Il faut comprendre que plusieurs personnes pensent que le American swing est plus difficile que le Russian swing ou vice-versa. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut vraiment distinguer, c'est la raison pour laquelle on va faire un American swing et un Russian swing. Le American swing a été beaucoup plus démocratisé par CrossFit car c'est un mouvement qui est plus facile à juger. Alors quand on commence avec un kettlebell à ce niveau-là et qu'on va venir le swinger, ouvrir au-dessus de la tête, à chaque fois que je suis au-dessus de la tête, si j'ai un juge à mes côtés, il peut voir que j'ai les coudes qui font une extension complète, donc il peut me valider ma rep. Le Russian swing est beaucoup plus compliqué à juger et du coup, on ne l'utilise pas tellement et du coup, la masse n'est pas exposée à ce genre de mouvement et ils vont forcément penser que parce que le kettlebell finit au-dessus de la tête, que c'est un mouvement plus difficile, ce n'est en aucun cas le cas. Alors, le Russian swing. Quand on va venir donner le Russian swing, et que je rappelle, ce n'est pas un mouvement pour scale down le American swing, ceci est complètement à l'ouest, pour ne dire que ça. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est on va prendre le kettlebell. Il y a certaines personnes qui vont décoller les bras de la manière suivante et qui vont venir faire des swings là. Il n'y a aucun mal à faire ça. Et ce que je demande à la majeure partie des gens avec lesquels je travaille, c'est de garder les coudes proches des côtes. En gardant les coudes proches des côtes, ce qui va venir se passer, c'est qu'on va raccourcir la portée. Pourquoi on veut raccourcir la portée? Parce que la majeure partie des gens, quand ils ont les bras tendus devant leur corps, ce qui se fait, c'est que le poids commence à les ramener vers le bas de la manière suivante et ils viennent subir le poids. Alors que quand j'ai les coudes proches, le kettlebell reste proche du centre de gravité et je peux utiliser mon swing de manière beaucoup plus convenable. Donc c'est comme si j'avais des cordes du coude au poignet et non pas de l'épaule au poignet. Quand je fais mes kettlebell swing, je dois considérer mes omoplates que je vais venir contracter afin de donner une base de stabilité au haut de la colonne.
Un autre point à vraiment considérer sérieusement, c'est un point que j'ai traité sur la première vidéo du hinge, c'est la position du pied. Vous voulez vraiment avoir un pied qui soit sur le sol, les deux pieds, vous voulez vraiment les avoir au sol afin d'avoir une petite, ce qu'on appelle arch, juste ici, au niveau du pied, et d'avoir vraiment le gros orteil et le petit orteil sur le sol en même temps que le talon, pour former une espèce de triangle ou ce qu'ils appellent un tripode. Okay? Donc l'idée principale, c'est vraiment d'avoir ces pieds-là bien ancrés, car ça va donner une certaine stabilité au pied. La stabilité du pied va jouer un rôle très important sur la stabilité du genou. La stabilité du genou va jouer un rôle très important sur la stabilité du bassin. Donc ça s'enchaîne. Donc une fois que j'ai cette position-là, c'est là, sur cette position-là, que je peux bouger. Un point très important à considérer quand on fait des kettlebell swing, c'est d'éviter de squatter sans kettlebell swing, mais plutôt de hinger sans kettlebell swing. Je vois énormément de gens prendre le kettlebell et commencer à faire des swings en squat. Ça, même si on voit le kettlebell monter devant soi, là ou là, comme on veut, mais ça c'est un squat. Le fait qu'il y ait une triple extension, à chaque fois que je fais une triple flexion ici, cheville, genou, hanche, et je monte vers l'avant. Ce que je veux, c'est avoir une flexion, extension au niveau de la hanche, et garder les autres points le plus stable possible. Jusqu'à l'extension, je vais finir mon extension complète. Alors ça, c'est le principe même d'un hinge. Je veux avoir une chaîne postérieure sous tension, avoir le minimum de tension sur mes quadris, contrairement au fait de squatter. Pour comprendre le fonctionnement d'un kettlebell swing, il faut comprendre le fonctionnement d'un pendule de base. Donc, l'idée, c'est de représenter ça par un disque ici qui représente le kettlebell que j'avais dans les mains. La corde ici représente mon bras, donc principalement, comme je l'ai dit, pour le Russian swing, du coude jusqu'au niveau du poignet. Et ma main ici va venir représenter les fessiers qui vont venir ouvrir la hanche de manière assez violente. Donc, au départ, j'ai le kettlebell au niveau de la hanche, donc des fesses. Et là, on va lâcher le kettlebell va revenir et je vais appliquer une force avec les fessiers qui sont représentés par la main ici, tout au long du nombre de répétitions que j'ai à reproduire. Donc, il s'agira tout le temps de reproduire une force assez dynamique, assez forte avec les fessiers. Pour revenir au pendule, à chaque fois que le kettlebell sera à ce niveau-là, le kettlebell aura une vitesse quasi zéro. Et c'est le fait que le kettlebell, en montant à ce niveau-là, n'a plus de vitesse, qui va reprendre la vitesse vers le bas. Donc je dois me synchroniser avec pour venir descendre sans opposer. Je vois énormément de gens qui font des swings principalement avec les bras. Ça n'a aucun sens si on prend en considération que le bras est une corde. Donc il n'y a aucune force sur ça. Donc l'idée, c'est vraiment de venir lancer le kettlebell avec la hanche. Une fois qu'à ce niveau-là, le kettlebell n'a plus de vitesse, il va vouloir reprendre, donc la gravité va le ramener vers le sol. Je me penche avec lui, donc l'importance de connaître le chemin, le pattern, où je vais venir descendre avec lui. À ce moment-là, il n'a plus de vitesse, et si je ne lui redonne pas une énergie mécanique, c'est-à-dire avec les fessiers, hop, où je vais lancer le kettlebell qui va remonter, en laissant le temps à la gravité, donc à l'énergie potentielle, de venir ramener ce kettlebell vers le bas, pour pouvoir créer une énergie cinétique qui va me permettre de continuer ce mouvement tout au long. Pour les gens qui font des American Swing, il est important de considérer la position du poignet. Je conseille à beaucoup de personnes d'avoir les poignets légèrement cassés vers l'avant au moment d'avoir les coudes tendus au niveau de la tête pour juste éviter que le kettlebell ne revienne en arrière. J'ai déjà vu plusieurs reprises des gens qui vont venir swinger et se retrouver avec le kettlebell qui va flip, qui va venir en arrière et les entraîner en arrière. J'ai même vu des kettlebells des fois sur certaines vidéos où c'est assez tragique, où la personne va se recevoir le kettlebell sur la tête. Donc c'est pas forcément cool. Donc ce que je vais conseiller aux gens, c'est qu'au moment de swinger, on a là le pendule, hop, de garder, comme vous pouvez le voir, le poignet qui est cassé au-dessus de la tête. J'ai le coude qui est tendu, donc la rep est validée, si je prends des standards de CrossFit par exemple, ou j'ai aussi le poignet qui va se casser légèrement en avant pour garder le kettlebell en avant. L'utilité du kettlebell swing. Il y a deux manières de voir le kettlebell swing. Soit je le fais comme un exercice de renforcement chaîne postérieure, okay, soit je le fais pour un but compétitif. Si tu es dans une box de CrossFit et que tu as, je ne sais pas moi, 21, 15, 9 de kettlebell swing et de burpee, le but c'est d'y arriver le plus rapidement. Donc le but c'est de le faire le plus rapidement possible. Dans ce cas-là, même le swing n'a plus sa place.
On ne peut plus swinger ce mouvement. À un moment donné, il va falloir appliquer d'autres mécanismes pour pouvoir y arriver. C'est là où on va voir souvent des gens qui vont venir prendre un kettlebell et venir tirer et pousser le kettlebell vers le haut, quelque part. Donc, je prends mon kettlebell, je vais venir là, hop, tirer, pousser. Tirer, pousser. Tirer, pousser. Donc, ça devient un exercice plus de extension de hanche, tirage, presse. Pourquoi? Parce qu'on va raccourcir le cycle de temps qu'un pendule normal pourrait faire. Dans ce cas-là, il n'y a aucune chaîne postérieure vraiment dans l'équation. Là, le but devient le temps. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un, si vous entraînez quelqu'un ou si vous vous entraînez vous-même, évitez d'utiliser ce genre de mécanisme. Même si vous voyez un athlète mondial le faire, il le fait pour des raisons différentes. Si vous voulez utiliser ce mouvement pour renforcer votre chaîne postérieure, si vous avez bien sûr les prérequis dont on a discuté, vous pouvez le faire, c'est un très bon outil, mais faites un swing normal, c'est-à-dire où je vais venir prendre mon kettlebell et venir faire un swing total en Russian swing, parce que déjà les contractions seront plus courtes. Hop, et je vais venir là. Vous remarquez que même ma tête descend, mon regard est vers le sol, et là j'ai la capuche au-dessus de la tête. Il est préférable d'utiliser ce mouvement en fin de séance. Exemple, si vous aviez des deadlifts au départ pour renforcement, puis des Romanian deadlifts peut-être, ou du travail en unilatéral, en single leg RDL par exemple, et qu'à la fin, vous retrouvez à vouloir faire des contractions plus rapides, plus dynamiques, il est préférable de le faire vers la fin si vous voulez juste l'utiliser en accessory. Si toutefois, votre priorité dans votre cycle de travail, c'est de faire des mouvements dynamiques, c'est ça la priorité dans votre cycle de travail, il est préférable de le faire au tout début, car c'est le moment où vous êtes le plus frais, c'est le moment où vous allez être le plus dynamique. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de comment vous voulez le faire, mais s'il vous plaît, prenez en considération les prérequis dont on a parlé. Il y a un principe que j'aime beaucoup partager avec les gens avec lesquels je travaille ou qui travaillent avec moi, c'est le fait que ce n'est pas parce qu'un mouvement existe dans la nature qu'on est obligé de le faire. Ce n'est pas parce qu'on a vu quelqu'un le faire qu'on s'est dit « Ah, ça a l'air cool, je vais m'amuser à le faire. » Oui, tu peux l'essayer, il n'y a aucun souci. Mais de là en faire un outil d'entraînement, c'est autre chose. Donc ce genre de capsule existe vraiment pour aider les gens, qu'ils soient coachs ou qu'ils s'entraînent par eux-mêmes, afin qu'ils revoient et qu'ils reconsidèrent la manière avec laquelle ils s'entraînent et qu'ils se posent des questions qu'ils ne se sont peut-être pas posées auparavant. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo avec vos proches, notamment si vous jugez qu'ils en ont besoin. Donc d'ici là, je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode.